Bonjour et bienvenue à Mission Montréal. On est déjà rendu à notre 8e émission, ça l'avance. Et puis cette semaine, je suis content, on a mon voisin du bar Piranha, celui qui est en haut, qui est le gym de boxing, Nico Ranger. Nico, comment ça va? Ça va super bien, toi? Merci d'être venu à l'émission. Merci beaucoup. Avant qu'on commence, Nico, je veux te dire que on est présenté par Fireball et tu te mérites une belle bouteille de Fireball que tu vas ramener avec toi et partager avec tes amis. Merci beaucoup. C'est le main sponsor du podcast, Fireball? Oui. Parfait. Et, c'est énergisant. Définitivement. Je ne sais pas si tu peux nous amener en haut au gym puis leur faire une coupe de shots, là, un shooter puis un punch. Là. Ben, on a déjà fait un party de membres où est-ce qu'on avait un sponsor de Fireball. Il nous avait donné plein de mini-shots. Ouais. Ouais. Ah, c'est bien le fun. Puis ouais, ça a vraiment... ça a été tout un party à cause de ça. Là. Ouais. Parce que nos sacs, c'est comme, sont en forme un peu de goutte d'eau. Mm-hmm. Puis il y a une madame qui a décidé de l'utiliser comme Wrecking Ball. Puis on avait mis la chanson de Miley Cyrus. Puis elle se promenait sur le... Je pense que c'était l'effet du Fireball. T'as-tu invité Miley puis tu me l'as pas dit, là? Elle s'en vient, là. Si ça va pas bien, elle va embarquer, probablement. Fait que dis-moi, Nico, toi, t'as un gym de boxing. Je sais que l'année dernière, t'as fait une expansion en plus pour un 2e étage avec le ring de boxe. Ça va bien? Ça va bien. On a commencé en mars 2020. C'est la pandémie, tu étais supposé ouvrir au mois d'avril, puis la pandémie a frappé au mois de mars, puis tu as été retardé à cause de ça. Exact. On devait ouvrir en mars 2020, donc c'était notre premier un peu défi. C'était la COVID en partant. C'est un défi en partant. C'est vrai qu'on a eu nos plus gros défis en partant. Là. Ouais. Mais moi, j'ai commencé la boxe il y a environ 10 ans. Okay. C'était un moment dans ma vie où est-ce que j'allais pas super bien physiquement et mentalement, puis ça m'a vraiment aidé à me remettre en forme. Retrouver la confiance, puis je trouvais tellement que c'était un bel entraînement qui était souvent intimidant puis pas nécessairement accessible à tous, surtout aller l'essayer. Puis dans le gym de boxe où est-ce que moi j'étais comme... la première fois que j'ai mis les pieds là-bas, j'étais comme... Qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, le monde se battait, il y avait du sang par terre. Puis c'était mon ami qui m'avait traîné là parce qu'il voyait comment j'étais à ce moment-là, puis il m'a dit « Viens faire un cours avec moi ». Puis c'était comme... une des meilleures décisions de ma vie. Honnêtement, j'ai adoré ça. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire de la boxe presque tous les jours au début. J'ai retrouvé ma forme physique. Ça m'a permis vraiment de me remettre sur pied, disons. Puis après quelques années, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas nécessairement une offre comme ce qu'on fait chez Boxing Studio à Montréal. Donc, d'essayer de rendre la boxe accessible à tous, puis surtout moins intimidante. Donc, amener un peu ce qu'on retrouve dans des studios comme de spinning ou de pilates maintenant, quelque chose de peut-être un petit peu plus haut de gamme, propre, où est-ce que les gens sont friendly, l'accueil est accueillant, mais d'utiliser la boxe comme outil d'entraînement. Donc, j'ai vu des concepts similaires à ça aussi aux États-Unis, donc ça m'a un peu donné un petit peu ce fire-là de commencer ça ici. Puis il n'y avait rien comme ça ici, donc... j'ai commencé à travailler sur le projet, puis on a décidé d'ouvrir en mars 2020. Fait que là, tu viens de passer ta 6e année. Exact. Ben, il y a eu 1 an et demi où est-ce qu'on n'a rien fait pendant la pandémie. Là. Fait que mettons 5 ans où est-ce qu'on opère. Donc, je pense que c'est déjà plus que la moyenne des petites entreprises. Là. Donc, écoute, la première année, il y en a une sur 2, je pense, qui ferme la première année. Puis, tu en as comme 70% qui ne se rendent pas à 5 ans. Puis après ça, le vrai test, c'est 10 ans. Ouais. Tu as 95% des entreprises qui ne se rendent pas à 10 ans. Incroyable. Puis toi, ça doit faire plus que 10 ans que le Piranha est Le Piranha, c'est 2008, puis là, on est en 2026. Fait que ça va être, nous autres, c'est au mois de mai, ça va être notre 18e année. Un adulte. Le Piranha est un adulte. Bientôt. Le Piranha est un adulte. Les clients du Piranha sont encore des ados. Je peux te le confirmer. Félicitations. Mais oui, mais comme toi, la COVID, ça a été l'épreuve de fou. 100%. Nous aussi, on a été fermés. C'était toutes les histoires, puis tout ça. Puis il y a eu la construction sur la rue Sainte-Catherine pendant 4 ans en même temps. Pas facile. Le monde, il savait même pas comment traverser ou se rendre et tout ça. Ouais. Fait que là, dis-moi, comment ça s'est passé? Là, tu m'as parlé d'un peu ton inspiration, tout ça. Tu viens-tu vraiment d'un background qui est entrepreneurial? Est-ce que c'est des entrepreneurs qui sont dans ta famille ou est-ce que tu as étudié là-dedans? Ou... Moi, j'ai étudié en finance à l'université, mais j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat. On dirait que c'est... j'ai fait comme un stage en finance quand j'étais à l'université, puis j'ai travaillé un petit peu dans le monde corporatif, puis je me suis juste
ce que ça m'a permis, c'est de me rendre compte que c'était pas pour moi, vraiment. Puis que si je voulais vraiment me sentir fulfilled, si tu veux, puis vraiment bien, ça serait de poursuivre un projet pour lequel qui m'est cher, je te dirais, puis qui me passionne. Quand j'étais au cégep, j'organisais des événements, fait que j'avais comme une compagnie événementielle où est-ce qu'on organisait des... Ah, c'est intéressant ça. Fait que t'avais fondé une compagnie événementielle au cégep. Exact. Fait qu'on faisait des parties? Des parties principalement. Des après-balles. On faisait des parties de session, des trucs comme ça, des voyages de ski, mais vraiment axé sur le party. J'avais parti ça avec un ami au cégep. Puis ça m'a donné un petit peu la piqûre de l'entrepreneuriat. Oui, mais c'est une expérience directe d'entrepreneur. Tu as exact. fait ça pendant tes années de cégep, 1 an, 2 ans? On a fait ça pendant 3 ans. OK. Donc... Quand j'étais à l'université, je me rappelle d'avoir approché des chargés de cours des fois quand j'étais surtout dans le chenoute, dans un des cours, puis avant mon examen de fin de session. « Hey, peux-tu me faire un tutoriel? » Puis, ouais. Mais s'il y avait une compagnie comme ça aurait été le fun. Pour moi, c'est bien plus facile pour trouver, tu sais. Surtout qu'à l'université, on est souvent débordé un peu, là, éparpillé entre le travail, les études et tout. Là. Ouais. Fait que t'as fait ça aussi. Fait que comment ça a été, ça? Ça a duré quoi? 1 an, 2 ans? Ça a duré un petit peu moins que 3 ans. Ça a bien été. Il y avait définitivement de l'intérêt. Je pense que dans les universités francophones, les écoles francophones, il y avait plus d'éducation à faire par rapport au concept. C'était peut-être... parce que ça n'existait pas aussi. Tu sais, dans l'université, à comme McGill et Concordia, ça faisait des années que ça existait. Donc, tout le monde connaissait ça un peu. Il y avait un peu passé cette phase-là. Donc, on était dans nos débuts. On a décidé de prendre une approche de vraiment essayer de travailler avec les écoles puis les associations étudiantes, de faire ça comme clean un peu, puis pas... Parce que ce que les compagnies faisaient dans les universités anglophones, c'est qu'ils allaient puis ils passaient des flyers partout, puis même s'il n'y avait pas vraiment de droit, dans toutes les classes, puis... Marketing sauvage. Exact, là. Puis finalement, c'était peut-être l'approche qu'on aurait dû prendre, tu sais, on a essayé de faire ça clean, puis... On s'est rendu compte que dans les écoles, il y a quand même beaucoup de bureaucratie puis d'étapes à faire si tu veux avoir les approvals puis tout ça. Puis on a fini par se faire poursuivre par... En fait, le syndicat des professeurs de l'Université de Montréal a poursuivi l'école parce qu'ils nous aidaient. Fait qu'ils ont décidé de comme... Ouais, on avait passé 2 ans à développer des relations avec l'université puis ils ont tout flushé ça. Fait que on était un petit peu à un point de comme est-ce qu'on continue ou pas, puis moi j'ai décidé je suis en train de penser à même si tu avais eu une façon de combattre au travers du système judiciaire, l'attaque dans le fond, l'université ne devait pas vouloir se mettre les professeurs à dos, fait qu'ils ont juste fait comme ils ont juste fait easiest solution, c'est de dire ok, ça vaut pas la peine voir de les profs, le syndicat des profs, t'as-tu parlé directement avec eux? 100%, puis l'affaire qui est arrivée, c'est qu'on avait demandé l'approbation de l'école pour aller faire des tournées dans les classes pour parler de nos... sauf que tous les profs du syndicat étaient dans chacune de ces classes-là, puis ils n'avaient pas nécessairement été mis au courant ou tous d'accord. Puis c'est un peu ça que ça... Comme ça que ça avait commencé. Fait que malheureusement, cette aventure-là s'est un peu arrêtée là après ça. Ouais, je comprends ça. Tu t'es fait arrêter carrément. Ouais. Mais c'est intéressant. Fait que dans le fond, tu avais déjà des expériences d'entrepreneur avant de commencer ton gym. Tu avais quel âge quand tu as commencé le gym? C'est il y a 5 ans. Fait que j'avais 27 quand on a ouvert. OK. Ouais. J'ai commencé, je pensais que ça allait prendre comme 6 mois à peu près préparer l'ouverture du gym puis tout ça, mais finalement, ça a pris plus comme 1 an et demi, mettons, là. À chaque fois que tu commences un nouveau projet, je sais pas si t'es comme moi aussi, je me dis, je pense que ça fait partie de la pensée entrepreneuriale. Ah, ça va être facile. Ouais. C'est simple, regarde, tu sais, finalement, il y a tellement de complications et tout ça. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent et qui se rendent même pas à l'ouverture de leur commerce ou de leur projet parce qu'il y a eu trop d'étapes supplémentaires auxquelles, tu sais... Le 100%. Facteur X, là aussi, là, t'arrives, puis il y a quelque chose que t'avais juste pas prévu, puis là, tu sais pas exactement comment réagir ou comment surmonter cet obstacle-là. Ouais, je pense qu'on embellit ces genres de départs-là, puis ce processus-là dans notre tête, des fois, surtout qu'on commence, puis on connaît justement pas tous les détails puis les problèmes qu'on va faire face. Mais des fois, je pense à ça aussi, puis je trouve que comme
cette innocence-là te permet aussi d'avancer au début puis de plus foncer. Je me rappelle, j'avais vu dans un podcast qu'il appelait ça l'enthousiasme naïf, qui donne ensuite lieu à un pessimisme réaliste. Et puis après ça, tu peux revenir à un enthousiasme réaliste là, dans le cheminement. Une fois que tu as surmonté tes étapes, là, OK, on reprend espoir un peu. Mais la phase du pessimisme, c'est pas facile à traverser. 100%. Mais je pense que t'as pas le choix de faire face à cette phase-là, mais c'est là que tu apprends aussi. Puis tu te rends compte que dans le fond, tu vas échouer à toutes les semaines finalement, mais pour apprendre. Puis voilà. L'échec fait partie de l'apprentissage. L'échec mène à la réussite. 100%. Puis c'est une acceptation qu'il faut que tu fasses comme entrepreneur, je pense. Là, moi, j'ai toujours eu de misère. J'en ai eu plein des échecs, mais je les acceptais pas. Je n'accepte pas l'échec, puis je reprends tout le temps. C'est ça. Ouais. Définitivement. Fait que là, c'est intéressant. Fait que t'as fait tes projets, t'as monté, puis tout à coup, là, t'as dit, bon, je lance, il y a un besoin boxing et tout ça, ça serait le fun. T'essaies de lancer ça. Ouais. Je dirais que le projet de tutorat que j'avais fait, je trouvais que c'était une bonne idée, mais c'était pas nécessairement quelque chose qui me passionnait, genre, au fond de moi, puis qui était nécessairement aussi aligné avec toutes les valeurs que j'avais, puis vraiment qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Donc, je savais que je voulais faire un nouveau projet, mais je voulais m'assurer que ça soit quelque chose qui soit capable de vraiment me fuel assez, puis me passionner assez pour que je puisse mener ce projet-là à terme, parce que je commençais à comprendre que peu importe le projet ou l'entreprise que j'allais partir, ça allait être difficile. Donc, si t'as pas genre une passion ou vraiment une vraie drive à l'intérieur de toi, ça va être difficile de te rendre à bout. Fait que j'étais justement dans cette phase-là où est-ce que la boxe avait comme intégré ma vie, puis je m'étais rendu compte à quel point ça l'avait changé, puis c'est quelque chose que je voulais partager avec les gens, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient bénéficier de ça, puis du sport en général. C'est quelque chose que tu as partagé. Combien de personnes sont inscrites à ton gym? En ce moment, on a environ 450 membres actifs. C'est pas 10 ou 15, là, c'est 450. Là. Ouais, puis depuis qu'on a ouvert, on a environ peut-être entre 10 et 12 000 personnes qui sont venues essayer le concept, je dirais. Wow. Ouais. Ben ça, c'est partager ta passion, et voilà, il y a une dizaine de milliers. Félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Puis, comment tu entrevois maintenant tes prochaines étapes? Est-ce que tu vas juste maintenir, tu veux développer? Parce que là, tu viens de lancer un nouveau projet. Ouais, on a lancé un nouvel étage. Donc, on a comblé le dernier étage du building. C'est sûr que quand j'ai parti ce nouvel étage-là, aussi, on avait une croissance qui était régulière. Donc, on n'était pas nécessairement rendu au point où est-ce que on était prêt à être profitable avec 2 étages, mais sachant qu'on allait croître, je me suis dit que c'est la prochaine étape logique. T'as pris un risque. J'ai pris un risque. Ah oui, c'est ça. Le risque, il fait partie aussi de tout ce qui est entrepreneurial. Ouais. Puis on dirait qu'il faut que je sois aussi constamment stimulé, puis qu'on évolue, tu sais. Puis dans ça amène ses défis aussi. On n'a pas nécessairement eu la croissance espérée dans ce temps de développement-là. Mais l'objectif était que dans nos soirées puis dans nos prime time, tu sais, comme vous avez vos prime time dans le bar, ben comme nous, on est limité par notre capacité. Tu sais, on a une salle, on a une classe qu'on peut donner, on peut desservir 38 personnes à ce moment-là. Donc, ça faisait en sorte que dans ces moments populaires-là, on avait des waitlists des fois de 20-25 personnes dans nos classes. Donc, l'optique, c'était que si on est capable de doubler notre capacité, bien, on est capable de desservir tous ces gens-là. On est capable de les garder plus longtemps aussi comme membres parce qu'ils ont plus de choix d'entraînement maintenant. Ils ne se limitent pas juste à la boxe cardio. Maintenant, on fait aussi des cours de circuit, de HIIT. On fait des cours de boxe technique. On a notre ring en haut aussi. Donc, on devient vraiment une destination parce que les gens peuvent évoluer, pas juste en faisant de la boxe, mais aussi en faisant du strength training, en faisant des cours de circuit, la technique, puis tout ça. Là. Fait que là, tu as multiplié l'offre, dans le fond. Exact. Plusieurs offres à partir de ton premier concept. Exact. Au lieu de faire le même concept puis multiplier le concept, tu as multiplié toutes les offres qui se rattachent au concept. Ouais. C'est intéressant. Tu sais, quand tu me parles de ta deuxième salle avec ton monde qui était là pour la deuxième... J'ai fait exactement la même chose avec ma deuxième salle de spectacle. Ouais. À un moment donné, il y avait tellement de groupes qui me contactaient, j'étais comme, hey, je pense qu'on pourrait faire
2 shows en même temps, tu sais, un dans chaque salle. Fait que c'est exactement le même genre de principe, la même réflexion que tu as faite. Là. Parce que je pense, surtout étant dans le même building, parce que c'est sûr que c'était un débat que j'avais, est-ce que j'ouvre un 2e studio ou je prends cette opportunité-là, on a cette salle qui est disponible. On n'a pas nécessairement besoin de beaucoup plus de staff pour opérer la nouvelle salle. Tu sais, je peux utiliser le même manager. C'est les professeurs, ils font des cours sur les 2 salles. Le staff peut se promener entre les 2. Donc, il y a une économie à avoir 2 étages. Il y a comme une genre de synergie qui se fait entre les 2. Et il y a une bonne opportunité par rapport aussi au loyer, par rapport à notre localisation. Ben, c'est peut-être pas la même chose au niveau du rez-de-chaussée. Là. Genre, je sais que vous payez... Oui, mais toi, tu as des étages supérieurs, effectivement. Donc, moi, j'ai conclu que le meilleur investissement pour nous à ce moment-là, c'était d'ouvrir un nouvel étage. Et j'ai toujours voulu avoir un ring. On a un studio de boxe et un gym de boxe. On n'avait pas de ring. Donc, c'était un peu une partie de mon rêve puis de mon but qui s'accomplissait comme ça. Puis, moi, quand j'ai appris la boxe, c'était vraiment la technique qui m'intéressait beaucoup. J'écoute tous les combats de boxe. Je connais tous les combattants. Fait que cet aspect-là, premièrement, il est aussi addictif, si tu veux, pour les gens, parce que tu apprends comment bien frapper, tu apprends comment rester en équilibre quand tu punches, comment te déplacer, défendre, tout ça. Donc, c'est ça que j'aimais le plus. Donc, c'est sûr que ça m'a fuel aussi à faire ça puis à vouloir partager ça avec les gens. Est-ce que maintenant que tu as un ring et tout ça, as-tu songé maintenant à peut-être agrandir encore plus ton offre puis aller dans quelque chose comme, je sais pas, le MMA ou de quoi? Potentiellement, on a définitivement la possibilité maintenant d'offrir plus des options pour les gens qui veulent aller au combat, que ce soit en boxe ou en MMA. Tandis qu'avant, c'était vraiment axé juste cardio puis entraînement. Là, on aurait la possibilité d'avoir peut-être une équipe amateur s'ils veulent, s'il y a des gens qui veulent évoluer dans cette direction-là. Mais ça nous donne juste plein d'options vers lesquelles évoluer puis ça rend notre offre beaucoup plus complète qu'elle était avant. Puis c'est ça, comme ouvrir le nouvel étage, évidemment, on rêve un peu la même innocence que quand on ouvre le premier étage, on ouvre une nouvelle business. J'étais comme, OK, on va l'ouvrir, ça va marcher, ça va être rempli, les gens vont rester plus longtemps. C'est pas tout le temps nécessairement le cas, mais ça nous a forcé à trouver des nouvelles façons de trouver des clients, à améliorer tous les aspects de notre studio puis notre business. Donc, je fais du travail en ce moment, puis on fait de l'évolution par rapport à notre business qu'on aurait peut-être fait plus tard down the line, mais ça nous force à le faire maintenant. Puis je trouve que c'est une bonne chose. Ça nous pousse à s'améliorer plus rapidement, si tu veux. C'est quelque chose, en tout cas, j'avais même pas pensé à ça, mais... Donc, tu as dû refaire complètement ton analyse de ton projet, ton analyse avec le personnel, avec les clients. Ouais. C'est déjà pour la 2e salle, puis quand tu le fais pour un, c'est facile de le faire avec l'autre, surtout quand tout est en synergie. Exact. Donc, non, c'est définitivement... c'est des nouveaux défis, mais ce que je trouve cool, c'est qu'avec tout ce nouvel espace-là, c'est comme juste plein de nouveaux potentiels, dans le fond, là, tu sais. Puis je le vois juste plus comme ça maintenant. Pas tout le temps, là. Des fois, c'est sûr qu'on... Fait que où est-ce que tu te vois dans 5 ans avec ça, là? Parce que dans le fond, tu viens d'ouvrir un nouvel étage, c'est comme une nouvelle business, puis la première année, c'est le défi de rester ouvert, mais la vraie réussite, elle vient après 5 ans, comme que tu as eu déjà avec ton premier étage. C'est une bonne question. Dans 5 ans, je pense que notre destination ici va avoir atteint son plein potentiel, du moins par rapport à sa capacité, je pense. Là, on va avoir une machine qui va être plus rodée. Parce que je pense qu'avec le nouvel étage, on est encore en rodage, on est encore en train de faire des erreurs, définir nos formats de cours, voir ce que les gens n'aiment pas. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, puis ça va aussi se refléter par rapport au profit qu'on va faire. Fait comme ça va devenir une business qui fait plus de sens, qui roule plus tout seul, tu sais. Fait que ton fonctionnement au jour le jour doit être assez régulier, ça doit être assez quand même routinier, genre établi, tu sais, assez comme vraiment casé, comme organisé. Est-ce que pour moi personnellement, tu veux dire, ou je parle plus de ta business là, au niveau de ça, je veux dire ça doit être tous les horaires, à tel cours à telle heure, tout ça, les gens qui rentrent et tout. Ouais, 100%. C'est sûr que là, notre équipe a grandi. Ben, tu sais, vous devez avoir quand même pas mal de staff ici au Piranha aussi, là, mais... vous êtes rendu à combien de personnes? On est rendu, incluant tous les gens à temps partiel, on a environ 25. Quand même. Ouais, fait que ça fait... 25 emplois. Ouais.
Il y en a qui sont c'est des contracteurs, fait que ça serait... Ouais. C'est sûr, c'est pas tout du monde qui sont là à temps plein. On est 3 à temps plein, mais les temps partiels, ça varie entre 10 heures puis 25-30 heures. Fait que quand même, c'est du monde, puis c'est beaucoup de gens à gérer, à écouter. Ça devient presque comme une ville ou un petit village, dans le fond. Là, définitivement. Ouais, donc, pour opérer un village ou une ville ou une communauté, dans le fond, là, notre staff, il faut être super organisé, je pense. Il faut avoir des systèmes, surtout si on veut être satisfait du travail que les gens font puis de ce qu'on délègue. Donc, j'ai mis beaucoup d'emphase sur ça, sur créer ces systèmes-là, assurer qu'il y a des procédés pour tout. Nos classes sont tout le temps aux mêmes heures. Les gens, ils savent qu'est-ce qu'ils font quand ils viennent pour leur shift. Puis le plus je suis capable de roder, établir ça, puis de un peu m'assurer que ces procédés-là sont bien effectués, ça me permet tranquillement de pouvoir reculer un peu de la business, puis de juste prendre le pouls, tu sais. Ouais, mais... Ça m'a pris plus que 15 ans avant de commencer à faire ça. Là. Ouais. J'étais vraiment aux premières loges. Ouais. Mais malgré le fait que tout ce que tu peux prévoir, organiser, puis tout ça, est-ce qu'il t'arrive des moments ou des genres de situations qui sont que tu n'avais pas prévues, puis que tu apprends à gérer différemment? Toutes les semaines. Ah oui? Toutes les semaines. Moi, j'ai un bar. Fait que tout le monde le sait, dans un bar, n'importe quoi qui peut se passer. À chaque semaine, nous autres aussi, il y a une affaire comme... voyons donc, tu sais. Mais dans un studio de boxe, ça ressemble à quoi, ces histoires-là? Ben, je sais pas, là, il y a pas si longtemps que ça, il y avait une fille qui est une nouvelle staff qui est en formation. Puis quelqu'un lui montrait comment remplir le bac de mop. Mais après, quelqu'un est venu lui poser une question. Fait que le bac de mop est en train de se faire remplir. Puis là, elle a oublié de le fermer. Fait que là, Inondation. Là, on entend quelqu'un cogner à notre porte. « Hey, genre, ça coule dans notre ça studio. » Ça coule sur les voisins. Ouais, de Jiu-Jitsu en plus. Tu sais, c'est toutes des armes blanches, là. Que tu veux pas mess avec eux, là. Mais ils sont super gentils. Mais, fait que là, tu sais, c'est le genre d'affaires que tu prévois pas ou comme quelqu'un qui utilise... Tu sais, c'est souvent des trucs que tu penses que c'est du common sense, là, mais utiliser la mauvaise clé dans le mauvais étage, puis là, ça bloque les 2 étages. C'est là que tu vois que le sens commun, il est pas si commun que ça. Hein. Ça, c'est quelque chose que je me suis vraiment rendu compte en opérant en boxing, en ayant à gérer avec plusieurs générations puis plusieurs types de gens, c'est que ton common sense à toi, c'est pas nécessairement non, même ça a l'air évident. J'en ai parlé cette semaine avec les assistants au bar et puis je leur disais, même si ça a l'air évident pour toi, assure-toi de le communiquer textuellement. Ouais. Même si c'est implicite. 100%. Parce que c'est pas implicite pour tout le monde. Hein. Ouais. Comme si tu expliques à quelqu'un qui a aucune connaissance, un enfant presque des fois, là, tu sais, ben, break it down. C'est un bon exemple, ça, c'est ça. Ben, on dit souvent, une business, c'est un bébé que tu t'occupes tout le temps. Puis parler au staff, aux clients, des fois, c'est comme parler à des enfants, c'est certain. Exact. Là, juste pour être sûr que ça soit clair, parce que des fois, ton clair n'est pas nécessairement le leur, là, mais des histoires comme ça, il y en a quand même souvent, là, je dirais. Là, c'est sûr que c'est un vieux building aussi, là, tu peux... en témoigner probablement. Des histoires de local, mais il y a plein, tout dans le centre-ville de Montréal, il y a plein de vieux immeubles. Là, je veux dire, Montréal, c'est une vieille ville pour une ville d'Amérique du Nord. Puis des histoires de plomberie, il y en a partout. Des histoires d'électricité aussi. Oui, 100%. Mais tu sais, quand même, nous deux, on est des entrepreneurs en plein cœur du centre-ville de Montréal qui a été vraiment durement touché dans les dernières années pour plusieurs raisons. Comment tu entrevois un peu ça? Est-ce que tu vois ça comme... à travers de la ville, vois-tu quelque chose de positif qui est en train de se passer présentement? Ou tu trouves-tu qu'on a vraiment trop de problèmes? Comment tu vois? On vient d'avoir un changement d'administration municipale. Qu'est-ce que tu en penses? C'est sûr que on a eu beaucoup de difficultés en partant, nous, boxing, notamment avec les constructions, comme tu as dit, sur Sainte-Catherine. La pandémie, puis le feu, là. Je sais pas si t'as oublié le feu. Mais... Ah non, j'ai pas oublié le feu parce qu'il y a eu le feu, puis on a eu l'inondation pas longtemps après le feu quand ils l'ont mis. Ouais. Ici, là, dans le local. Ah, c'est vrai à cause des pompiers quand ils sont mis. Il y avait 4 pieds d'eau à grandeur. Oh my God. En plus du feu, t'arrives, puis il y a 4 pieds d'eau. Je venais de rénover, ça c'était en 2022. Je rénovais le local, j'allais lancer le nouveau local.
incroyable. Oui. C'était biblique. C'était biblique. Mais on dirait comme toutes nos... Genre, puis ça faisait un mois qu'on est ouvert. On a ouvert octobre 2021. Le feu, c'est à l'Halloween. Fait que ça faisait un mois, là, tu sais. Ouais, puis ça a été une semaine et demie, pas d'électricité. Ouais. Nous, on a dû fermer un mois, je m'en rappelle. Puis après, on a dû refermer à cause de la pandémie jusqu'en février. Fait que... c'est rough en esti. Tu sais, puis on part la business, on est en train d'apprendre tout, tu sais, comme les gens doivent avoir leur passeport vaccinal. Ta première année, t'as reparti 2 autres fois ta business. Ouais. Carrément, là, tu sais. Ah, ben là, Nico, je te lève mon chapeau, là. C'est pas tout le monde, il y en a un paquet qui arrête ça, là. C'est sûr. J'étais tellement investi aussi en même temps que je voyais pas vraiment d'autres chemins où aller que de juste move forward. Toutes les œufs sont dans le même panier. C'est marche ou crève. Ouais. Puis je suis chanceux d'avoir une belle équipe qui nous supporte. D'ailleurs, notre head trainer puis manager, Brent, qui est avec moi depuis le début. Tout le monde l'adore, ce gars-là. Ouais. Tout le monde, il est vraiment fin. Vraiment. Tout le monde l'adore, puis il s'entend bien avec tout le monde. Puis il a cru dans boxing avant même qu'on soit ouvert. Il n'a pas été payé pour tout le travail supplémentaire qu'il faisait au début, juste parce qu'il croyait dans la vision puis était passionné par l'idée. Fait en tout cas, tout ça pour dire que on est vraiment chanceux d'avoir l'équipe qu'on a. Mais pour revenir un peu à ta question, c'est comme on a tellement eu des gros défis dès le début qu'après, on dirait que c'était un petit peu mieux, en tout cas. Puis c'est sûr, par exemple, les réglementations par rapport aux étudiants étrangers qui a changé pendant l'administration de Legault, ça a fait en sorte qu'il y a eu une grosse chute dans notre clientèle. On a perdu presque 15 à 20 % de nos revenus. Oui, c'est énorme. Ça. 15 à 20 %, ça, c'est ton seuil de rentabilité. Là. Pretty much. Oui. Donc, quand je disais qu'on n'a pas nécessairement eu la croissance qu'on espérait avant d'ouvrir le 2e étage, ça vient de là un peu, tu sais. Puis ça, c'est l'année passée, là, quand ils ont changé la loi. Exact. Fait que toi, ça t'a affecté directement parce que là, les étudiants étrangers, ils n'avaient plus le droit de venir, ils ont dû repartir. Oui, exact. C'était beaucoup plus difficile d'aller à l'université à Montréal étant étudiant étranger. C'est des gens qui ont des moyens, souvent sont financés par leurs parents pour les supporter pendant leurs études à l'étranger. Ça stimule énormément le centre-ville, que ce soit les commerces. Sûrement que vous l'avez vu un peu dans les bars, quoi, que vous avez beaucoup d'étudiants quand même aussi. Mais, moi, je peux te dire que dans le COVID, quand ils ont fermé les universités, man, j'ai mangé mes bas. Là. Ouais, c'est sûr. C'était l'enfer. Puis ça a pris du temps. Après ça, ils faisaient les cours en ligne, ils rouvraient pas le campus. Fait qu'il n'était pas nécessairement à proximité pour venir au bar. Puis, non, pas en tout. Là, ça nous a affecté. Ça a duré quasiment 2 ans. C'était l'enfer. Puis, effectivement, le centre-ville de Montréal, il y a 4 universités au centre-ville de Montréal. Puis, ça l'amène juste ça. C'est quelque chose comme quoi? Je pense que c'est 150 000 étudiants, quelque chose dans le genre. Exact. Ça dynamise un centre-ville beaucoup. Là. 100%. Puis, on l'a définitivement vraiment ressenti. Mais ça reste qu'il y a tellement de monde au centre-ville, puis il y a tellement de professionnels que je dirais qu'avant, on s'assoyait un petit peu sur nos lauriers par rapport à notre marketing. Beaucoup de réseaux sociaux, puis des trucs comme ça, que là, on s'efforce à trouver d'autres façons, puis méthodes, puis le monde est là, c'est juste à nous de vraiment faire ces efforts-là. Est-ce que tu as une clientèle de bureau qui vient aussi? 100%. Je dirais que peut-être à 60%, c'est une clientèle de bureau qui travaille à proximité. Sinon, le reste, c'est des gens qui habitent à proximité ou qui se déplacent pour venir. Puis on a encore un petit, peut-être 5% d'étudiants. Mais définitivement, les gens qui viennent au studio travaillent ou habitent majoritairement pas trop loin. Là. Si tu veux créer la bonne habitude d'entraînement, il faut que ça soit pratique, je pense. Des fois, si tu veux aller... des fois, si le gym est à 20 minutes, quand il fait moins 30, c'est assez pour te décourager de skip une journée. Là. Définitivement. Surtout que maintenant, tout est rendu accessible, pas loin et tout ça. Ouais. Écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Nico. Ils vont ouvrir la nouvelle antenne du REM le 18 mai, je pense. OK, nice. Qui s'en va jusqu'au West Island. Ils rouvrent 4 nouvelles stations. Moi, c'est une des raisons pourquoi je suis resté dans le centre-ville au travers de la pandémie et tout ça, parce que je voyais le REM, puis je me dis ça va être beaucoup plus facile et accessible de se rendre au centre-ville. Ouais. Fait que tu vas peut-être pouvoir trouver d'autres marketing, parce que une petite ride en REM, 20 minutes, puis la station de REM est directement en face du studio.
littéralement à 2 minutes de marche. Ouais. Non, la localisation ici, je pense qu'elle est exceptionnelle. Là. Il y a vraiment il y a énormément de potentiel. Puis je ne le savais pas pour le REM, mais ça va définitivement nous aider, je pense. Là. Bon, ben écoute, je te pose une petite question de rêveur, parce que tout entrepreneur est un rêveur, Nico. C'est quoi le prochain projet? Bonne question. Ben, j'aimerais potentiellement ouvrir un deuxième studio. À une autre location. À une autre location. À Montréal ou ailleurs? Probablement à Montréal. Laval? Je pense qu'à Montréal, il y aurait probablement du potentiel. Je pense qu'à la 10-30, ça serait aussi une bonne alternative. On avait visité des espaces à la 10-30 avant que j'ouvre le deuxième étage. C'est sûr qu'avec les nouveaux défis qu'on a ici, je veux vraiment m'assurer qu'on soit plus en cruise control avant de passer en deuxième vitesse parce que, ben, toi, tu le sais peut-être mieux que moi, tu as 2 bars, fait que 2 entreprises, c'est 2 fois plus de problèmes. Oui, même que je te dirais 2, c'est pas 2 fois plus, ça devient 4 fois plus. C'est ça qui m'avait surpris. Dans la tête de logique, même que le pire, 2, c'est gérable. C'est quand j'avais ouvert mon troisième, troisième, je me disais, c'est 30% de plus, ça va être correct. Non, ça n'a pas été 30%, ça a été 300%. Puis là, je courais vraiment après ma queue parce que j'arrivais pas à faire assez de présence partout. Puis j'arrivais pas à bien me dédoubler. Puis j'ai appris beaucoup de choses là-dedans. Après ça, je suis revenu à 2. Ouais. Puis là, je l'ai comme mieux établi. Tu sais, tranquillement, je suis en train de songer à la troisième, là. OK. Mais, parce que là, mais je reste prudent cette fois-ci, tu sais. J'ai appris mes leçons là-dedans. Fait que là, tu es en train de penser à tranquillement. Est-ce que tu irais vraiment pour partir de nouvelles choses? As-tu pensé à racheter un gym qui était déjà là, puis tu sais, comme le changer? Ben, si je voulais faire un autre projet, moi, je suis quelqu'un qui aime passer beaucoup de temps en nature. J'ai vécu pendant la pandémie dans un chalet pendant 3 mois. Puis en tout cas, ça m'a donné le goût éventuellement d'avoir peut-être un lifestyle plus à l'extérieur de la ville. Je dis ça, puis on est comme sur Sainte-Cat. Ouais, on est en plein milieu dans le spot le plus urbain à Montréal. Mais c'est peut-être pour ça aussi que genre on dirait que mon prochain projet, j'aimerais que ça soit un petit peu peut-être l'opposé. Ben, j'aimerais ça peut-être ouvrir un spa ou quelque chose qui touche au bien-être, sauna, bain froid, à l'extérieur de la ville. Pour peut-être faire des retraites. Ben, quand j'ai commencé la boxe aussi, j'avais beaucoup de douleurs chroniques. J'avais des problèmes de dos. Pendant presque comme 2 ans, j'avais de la difficulté à faire n'importe quelle activité, genre m'asseoir. J'ai même eu une chirurgie qui m'a pas vraiment aidé. En tout cas, hernie ou... Ouais, j'avais une hernie discale. Puis, après avoir tout essayé... Est-ce que t'es jeune pour avoir ça, pareil? Ouais, j'avais peut-être comme début vingtaine. Ouais. Puis, j'avais lu un livre qui m'avait aidé à comprendre un peu plus sur la connexion entre le mental et le physique, genre le mind-body connection un peu. Puis comment des douleurs chroniques, souvent, ça n'a pas nécessairement une root ou une origine physique. Puis ça m'a poussé à genre plus approfondir mes connaissances là-dessus, faire du yoga, commencer la méditation. Puis j'ai commencé à faire comme des immersions dans de l'eau froide. J'étais allé faire un voyage en Pologne avec un gars qui s'appelle Wim Hof. Où est-ce qu'on est allé comme monter une montagne en short, il faisait genre moins 20. Puis on faisait un training avant. C'est un documentaire que j'avais vu sur Vice avant où est-ce qu'il faisait ce camp-là. Puis j'avais décidé d'aller faire ça. Puis ça m'avait comme vraiment aidé avec mes douleurs chroniques. Ça m'avait aidé à mieux me comprendre comme personne aussi. Donc tout ce domaine-là m'intéresse vraiment. Puis je pense que comme aussi, dans les dernières années, tout le cold immersion puis tout ça est devenu vraiment plus populaire aussi. Donc, les gens sont plus éduqués par rapport à ce concept-là. Donc, je pense qu'il y a un potentiel là. Puis le développement personnel au travers des activités. Exact. Que ce soit... ça touche un peu le gym aussi, là, tu sais. Que ça soit aller au gym ou faire ce genre d'activité-là, ça te permet de dépasser mentalement puis de mieux te comprendre comme personne aussi. Donc,
Ça serait définitivement dans le même créneau si je ferais autre chose, mais peut-être plus en nature. En tout cas, je te comprends un peu avec ton dos. Moi, à 21 ans, je me suis tiré le dos. Parce que je travaillais dans les restaurants, puis c'était les bacs, les grosses bacs, on montait 3 étages, les bacs de vaisselle pleins. Puis dans ce temps-là, j'étais gros comme ça. Je pesais 140 livres. Et puis, c'est ça qui a fait que je passais des restaurants au bar, parce que le travail de bar était quand même moins physique que le travail de restaurant, qu'on se défonçait complètement. Et puis, est-ce que tu trouves que être un entrepreneur, c'est pas ça aussi un développement personnel? Vraiment. Comment est-ce que ça t'a changé, toi? Ça m'a appris beaucoup sur moi-même. Ça m'a appris... faut que tu apprennes un petit peu à genre accepter premièrement que tu vas pas tout le temps réussir, puis que l'échec, comme on disait, ça fait partie du day-to-day d'un entrepreneur. Faut que tu mettes ton ego souvent de côté, parce que souvent on est dans notre tête par rapport à comment on est peut-être perçu par les gens, puis qu'on a un cheminement exact à faire, puis il faut qu'on évolue dans une certaine direction, puis qu'on accomplisse des échelons de la vie, tu sais. Mais quand tu es entrepreneur, le cheminement est tellement pas linéaire, tu sais, comme peut-être que d'un point de vue extérieur, il a l'air linéaire, que OK, on évolue tranquillement, mais comme ils savent pas toutes les pits, puis les downs, puis les zigzags, à droite, à gauche, puis que ça t'apprend, je pense, à être persévérant. Ça m'a appris beaucoup à être persévérant, à être beaucoup plus patient avec les gens aussi en général. La patience. Ouais. C'est drôle, je répète ça souvent aux employés, encore la semaine dernière, je leur parle de l'homo sapiens. Sapiens, ça veut dire patience en latin, c'est ça qui a fait notre évolution, hein? Puis oui, définitivement, c'est la première chose que j'apprends aux jeunes, les employés, là. Soyez patients avec les clients, avec vous-même, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup au travail, à chaque jour aussi. C'est facile de le faire dans une situation, mais là, quand c'est récurrent et tout, quand t'es déjà grindé de toute la vie puis de travail, là, ça travaille ta patience pour de vrai. Ouais, je peux imaginer, vous ici au bar aussi avec tout le monde. Mais c'est comme que je vois, c'est dans toutes les situations d'entrepreneurship, peu importe le domaine, ça revient. Des fois, on a l'impression, quand on est entrepreneur, on est souvent, comme tu dis, dans notre tête, on est souvent seul. On fait face à tous les obstacles seuls, c'est nous autres qui reçoit en premier, c'est nous autres qui doit figurer ça. Là, tu réalises pas que à un moment donné, je commençais à parler avec d'autres mondes, j'étais comme, hey, on vit tout un peu quelque chose de similaire, tu sais. Il y a comme une espèce de développement, peu importe ton entreprise, juste le fait d'être à ton compte, te diriger toi-même, c'est ça, tu sais. Je veux dire, oui, la patience, oui, la discipline, t'as pas le choix, là. Si t'es responsable de toi-même, tu te disciplines pas, ben, tu vas crever. C'est tout, là, tu vas pas y arriver. Là. Puis c'est vraiment un bon point que t'amènes, puis on dirait que ça m'a appris aussi sur... Ben, par exemple, quand je suis arrivé dans le building ici, c'est sûr que comme je voyais toutes les problématiques, j'étais comme... On a vraiment deux clientèles comme qui sont pas nécessairement alignées, tu sais. Puis là, j'étais comme, OK, genre, il faut qu'on trouve des solutions pour changer ça, mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'est important que ce soit avec les gens avec lesquels tu travailles, avec tes suppliers, avec tes voisins. Les voisins, tout le monde. Il faut avoir des bons termes puis créer des bonnes relations. Et il faut demander de l'aide aussi quand on a besoin, puis pas avoir peur de demander, puis de s'entraider, pas juste de demander, mais d'en donner. Donc, ça m'a ouvert beaucoup plus les yeux sur que si tu veux accomplir quelque chose, ça se fait en équipe, puis aussi à l'interne dans notre business, on est une équipe. Bien, définitivement. Et encore là, toi comme moi, si on a une réussite dans notre entreprise, c'est vraiment 100% grâce à l'équipe. Tu sais, quand j'entendais parler de ton équipe, je reconnaissais beaucoup la mienne aussi. Là. Des gens qui se donnent, des gens qui sont créatifs, des gens qui t'amènent plein de belles choses qui sont vraiment positifs. Fait qu'avec une équipe, c'est l'équipe qui t'amène au succès, définitivement. Sans eux, ça serait vraiment impossible. Mais je me demande, Mathieu, qu'est-ce qui t'a, toi, poussé à vouloir partir des bars? Est-ce que c'était comme... Puis surtout un bar avec des salles de concert, est-ce que c'était parce que tu étais dans un band avant? Moi, dans le fond,
faire une histoire longue courte, Ouais. là, moi, j'ai pas choisi le métier, c'est vraiment le métier qui m'a choisi. J'étais dans la restauration de payer mes études. OK. J'étais musicien. Tu sais, j'espérais, c'était ça mon vrai rêve dans la vie, moi. C'était de jouer de la musique puis de faire de la tournée. Je voulais voyager. J'ai rien fait de ça. Mais de fil en aiguille, à force de travailler dans un bar, la première chose que j'ai remarqué en restauration, surtout, c'est que j'étais intuable. J'étais capable de travailler 3 fois plus dans des conditions affreuses que même des gars qui étaient 220 livres musclés, puis tout ça, ils craquaient. T'sais. Mais tu sais, juste de continuer, la discipline. Puis après ça, c'est la détermination. Juste, il y en a qui parlent de passion. Je peux pas dire que j'avais une passion pour le bar, une passion, mais moi, j'aime aller jusqu'au fond des choses. J'ai aller jusqu'au bout. J'aime ça, laisser quelque chose de pas fini. Ça me rend coûte que coûte. Si je me suis engagé, j'y vais jusqu'au bout. Fait que c'est ça, ça a été vraiment de fil en aiguille. Je travaillais à un bar qui s'appelait La Vieille 300, qui maintenant, où est-ce qu'il y a tu sais, l'immeuble là, avec la passerelle, là, le Sky Bridge là, qu'ils ont fait ici à Place des Arts. Là. Ouais, le Maestria. C'était là. Ouais. Dans le fond, on a été exproprié à cause de ce projet-là. Okay. Moi, j'ai payé mes études comme barman là-bas. Je faisais... je travaillais comme un fou. Je faisais 10h du matin à 4h du matin, samedi, dimanche. Je faisais 36 heures en 2 jours. Puis après ça, j'allais à l'école, tu sais. Fait que je faisais toutes mes heures la fin de semaine, mais là, j'étais brûlé. Mais j'ai appris aussi à ne plus prendre de cours le lundi matin parce que mes notes étaient systématiquement plus basses le lundi. J'arrivais dans les classes, là, puis je voyais des petits spots noirs au tableau. Hein, j'hallucinais. Ah, c'est sûr. Fait que ça a été comme ça. Puis finalement, tu sais, je parlais beaucoup avec le gérant qui était là-bas. Puis l'autre, le barman d'expérience, faisait 20 ans. Puis on parlait les trois. Le patron était difficile. Mais nous autres, on était comme, écoute, si on faisait ça, tu sais. Puis on a eu quelques petits succès. Puis là, à un moment donné, quand on s'est fait exproprier, le bar, je disais, hey, tu sais, ça peut tenter, on va se partir quelque chose. Puis on s'est mis les trois ensemble. Puis on a acheté le premier bar, le bistrot de Paris. Et puis. Okay. Sur Saint-Denis. Oui, sur Saint-Denis. Ouais. Fait que là, j'ai été là, j'ai eu 6 bars, 2 restaurants et tout ça. Ça a été vraiment des administrations. Okay. J'ai été de fil en aiguille, d'une chose à l'autre. Mais après ça, je voulais revenir au centre-ville quand j'ai vu qu'ils faisaient le quartier des spectacles. C'était un peu mon rêve de participer au spectacle. Tu sais, je ne pouvais pas être un artiste, je pouvais au moins être quelqu'un qui produisait des spectacles ou qui participait à l'industrie. J'adore ça. Les musiciens sont le fun à recevoir, les gens. C'est vraiment ça, tu sais, qui est plus plaisant. Et puis, j'ai pris mon expérience comme de ce que j'ai fait, des petits shows que j'ai fait à gauche et à droite, comment on était traités, quels étaient les problèmes. J'ai dit, OK, moi, je vais donner une expérience au groupe. Je vais les traiter, même les petits groupes, je vais les traiter comme si c'était des grands groupes. Ouais. Et puis, ça a été vraiment de fil en aiguille comme ça. Et puis, le reste, ça a été vraiment de réagir aux opportunités qui s'offrent. Et puis, j'ai fait un resto. J'ai eu un resto longtemps. Je voulais jamais avoir un resto, mais j'avais ouvert le resto pour sauver le bar. Le Frit à l'or ou? Le Frit à l'or qui était celui du... Avant ça, c'était le Café L'Étranger que mes associés s'étaient sauvés. Ils m'avaient laissé avec toutes les dettes et tout ça. Fait que j'ai relancé un autre restaurant pour sauver les dettes. Parce que là, le bar, je venais de le lancer, puis là, c'était les dettes de l'autre entreprise qui allaient comme me couler. J'avais acheté le restaurant pour en faire un resto-bar, puis finalement, le local en haut, il était vide. Je dis, ça serait parfait pour un bar. Fait ça a été tout un paquet. Là, je t'expliquais vraiment les aventures de financement que j'ai eues. C'est fou. J'ai passé par 1001 chemins. J'avais pas une scène, mais comme pas une scène. Là. Fait qu'il a fallu que je trouve toutes sortes de façons de me financer, d'aller chercher. Après ça, c'est les dédales administratives, les projets. Comment ça a été, toi, au niveau de tous tes permis? Ça n'a pas été nécessairement un de nos plus gros défis pour nos... On avait besoin des permis de construction puis nos permis pour opérer. Ça n'a pas été trop difficile à ce niveau-là, je dirais. Moi, je peux te dire, un bar, des restos... mais là, les bars, c'est les permis de bar aussi qui doivent être... Mais c'est tout. C'est avant même d'obtenir ton permis. Même la dernière fois, tu sais. Quand j'ai fait ma 4e expansion du Piranha, c'est la 4e, je me suis dit, hey, j'en ai fait 3, ce sera pas dur. J'ai budgété mon affaire. Ça te prend un nouveau permis quand tu fais une extension? Oui, ça fait un nouveau permis. Là, pas juste un nouveau permis, un nouveau plan d'architecte. Juste en plan d'architecte, ça a été 15 000 $. Après ça, il a fallu refaire faire le nouveau certificat d'occupation, le certificat de localisation. Juste ça, les autres fois, ça avait pris 3 à 6 mois. Et puis, cette fois-là, ça a pris comme 1 an et quelques.
Parce que la personne qui était responsable du dossier était partie en burn-out, puis tout ça. Puis, tu sais, ça, c'était un obstacle que j'avais zéro prévu dans ma démarche. Ouais, là. tu peux pas Puis prévoir là, ça commençait à être de plus en plus loin. Puis là, tu sais, j'avais signé des intentions sur le loyer, mais là, eux autres, tu sais, puis j'arrêtais pas d'appeler, puis j'avais pas de réponse. À un moment donné, ils ont enlevé les numéros de téléphone, tu ne pouvais même plus parler au monde de la ville. T'envoyais des emails, puis t'avais pas de réponse en tout cas. Mais c'est ça. Puis une fois que tu as tout ça, après ça, tu vas à la régie des alcools, qui, eux, te font ça. Puis en plus, là, moi, je tombe dans une catégorie avec des loteries vidéo, ce qui est complètement un autre set de règles. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de dédales là-dedans. Ouais. Mais ça a pris quasiment 1 an et demi à aboutir à ma 4e expansion. Wow. Ouais. Juste à cause des trucs que t'aurais même pas pensé, finalement. Ben, moi, j'avais figuré à peu près 6 mois, 8 mois, mais s'il y a eu beaucoup d'obstacles, encore une fois. Puis tu vois, ça m'a surpris parce que je l'avais fait plein de fois. Ouais. Ouais. Fait que, Ben, c'est une belle preuve de persévérance. Oui, ben maintenant, la persévérance, c'est plus un problème. Non. On va dire, après 20 ans d'entrepreneuriat, il n'y a plus un problème de persévérance. Tu sais. La passion est encore là. Mais maintenant, je la choisis un peu. Je la laisse plus juste libre cours parce que c'est quelque chose. Mais comme cette drive-là, puis cette persévérance que tu as, est-ce que c'est toujours quelque chose qui était comme inné chez toi, genre? Ou c'est quelque chose que tu trouves que tu as développé? Ou... Oui, c'était quelque chose d'inné, mais ce que j'ai développé, c'est que, tu sais, quand tu parlais de l'échec tantôt, moi, ce que j'ai appris, c'est que justement, un échec n'est pas nécessairement un échec. Ouais. Plus jeune, j'ai arrêté plein de choses parce que je me disais, c'est un échec, il n'y a plus rien à faire. Et là, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a souvent toujours quelque chose à faire. Ouais. Même quand tu as un échec, tu peux te revirer de bord, tu peux partir quelque chose, tu peux trouver une nouvelle solution, tu peux aller plus loin, tu peux aller chercher de l'aide, tu peux... Ouais. Puis finalement, c'est comme ces affaires-là qui sont le fun, genre. C'est de trouver des solutions, je trouve, des fois, à des échecs qu'on a, puis là, c'est comme renaissance, genre, OK, on part dans cette direction-là. Le succès, c'est d'avoir réussi à surmonter l'échec. Ouais. Tout simplement. Ouais. Ça, c'est des choses que j'ai appris plus tard, que maintenant, j'essaie de transmettre des fois quand je parle avec les jeunes et tout ça, tu sais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a transformé beaucoup plus. Ouais, tu sais, juste dans ton évaluation, tu sais, dans ton analyse de situation, ça change beaucoup, là. Puis, tu sais, des fois, j'en parle parce que des fois, je parle des petits projets, mettons, de promoteurs, avec des promoteurs amateurs qui veulent commencer, puis eux autres, ils frappent des choses, ils frappent des obstacles, puis là, ils se disent, ah ben, c'est fini, puis tout ça. Puis je dis, non, regarde, on va analyser ça tel quel, on va mettre ça sur, tu sais, 1 an, 2 ans, au lieu de mettre ça sur une journée ou 2 journées. Ouais. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire, ou on va juste analyser pourquoi l'échec. Pourquoi l'échec, c'est aussi important que, genre, pourquoi le succès, tu sais. Ouais. Des fois, là, tu apprends, puis c'est là que tu réalises que ton échec, il était pas nécessaire, tu sais, il était peut-être dû à d'autres choses, d'autres circonstances. Mais, tu sais, tout ce travail d'analyse-là, je crois qu'en allant à l'école, ça m'a aidé beaucoup. Moi, j'ai fait philo, je pensais zéro business. Aujourd'hui, je retournerais, j'irais en business parce que je pensais pas partout. Mais en philo, on fait beaucoup d'analyses de situation. C'est que ce soit des analyses de texte ou des analyses logiques ou de pensée ou de, tu sais. Puis j'ai vu que les trucs pour l'analyse, c'est de la logique. Puis la logique, c'est quoi? C'est du common sense. C'est le sens commun. Au bout de la ligne, là. Dans le temps, quand Socrate parlait, c'était juste du sens commun. C'est du gros bon sens qu'on dirait aujourd'hui. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que oui, définitivement, comme tu dis, toi, tu l'as appris aussi. Tu rouvres, ça se passe pas exactement comme tu penses, mais là, tu analyses, tu trouves des solutions. Tu déploies de l'effort. Je trouve que moi, c'est ce qui m'a le plus changé. Oui, définitivement. Ouais, j'ai un peu comme compris dernièrement que je m'attachais beaucoup aussi aux résultats que je projetais de où est-ce qu'on devrait être rendu, tu sais. Puis qu'on allait... des fois, ça peut prendre plus de temps, des fois moins, des fois, on s'en va pas là pantoute finalement, puis... C'est très décourageant quand tu t'es donné un objectif dans le temps, puis tu arrives au temps, puis l'objectif n'est pas atteint. Puis là, il faut que tu demandes la question, je continue pas, est-ce que je perds mon temps? Puis, c'est ça, j'essaie de moins avoir d'expectation un petit peu par rapport à les efforts que je vais mettre, puis plus me focus sur juste d'être un petit peu meilleur à chaque jour, puis d'essayer d'apprendre, puis de faire ça mieux, puis de comme être présent dans cette progression-là, genre, au lieu de comme être attaché à est-ce que je vais me rendre à ce résultat final-là ou pas, tu sais, puis... Plein de choses extérieures qu'on contrôle pas. Qu'est-ce qu'on peut contrôler soi-même? C'est ça que je pense, Ben, je le dis pour essayer d'être meilleur dans cette direction-là, mais
c'est pas quelque chose d'évident, mettons, mais c'est quelque chose que je suis conscient de, disons, là, tu sais. Ouais. Nico, man, c'est super intéressant. Là. Ouais, j'ai vraiment aimé. Ouais. Je te souhaite bonne continuité dans Merci tes beaucoup. affaires. Puis quand tu vas ouvrir ton prochain studio, on va se faire un autre podcast. Parfait. On va checker ça, on va regarder comment ça va. Sounds good.